là à m'interroger sur la relation à la nature, il y avait un élément qui revenait de façon obstinée, c'est qu'effectivement, ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons, il y avait un intérêt beaucoup plus fort, beaucoup plus systématique pour la nature. Dans l'introduction, on a parlé d'araignées. Effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux araignées en France, j'ai cherché des livres, il y en avait très peu à l'époque. Les seuls que je trouvais étaient en général des traductions d'ouvrages étrangers. Et un petit tour avec les moyens de l'époque, avant l'ère d'Internet, c'est dire si ça remonte vieux, effectivement, j'ai vu que en Angleterre, l'intérêt des araignées était beaucoup plus installé dans le paysage. Donc, encore une fois, cette idée qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier, qu'on comparait les Français et leurs voisins limitrophes, il y avait une différence qui était nette. Et plus j'ai avancé dans mes recherches, plus je suis tombé sur cette particularité française. Et pour vous donner un ordre d'idée, je donne toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui est simple et qui est frappant et qui pose d'ailleurs des questions tout à fait intéressantes. C'est l'exemple des oiseaux et de leur protection. Vous connaissez la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. En France, grosse structure de protection de la nature. Elle regroupe environ 45 000 membres. Encore une fois, dans le paysage associatif, c'est un mastodonte. Sauf que quand on franchit la Manche et qu'on regarde son alter ego britannique, là on découvre que la différence est quand même légère, puisqu'on passe à 1 300 000 membres. Si on devait franchir le Rhin, on n'aurait pas une telle différence, mais on aurait une différence tout à fait significative. Si on prend par exemple les Pays-Bas et qu'on regarde le nombre d'habitants par rapport à la taille de la Société de protection des oiseaux aux Pays-Bas, là aussi on n'est pas du tout dans le même rapport. Il y a vraiment un décalage très fort des Français. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas limité juste à la LPO et juste à notre époque? La LPO a été créée en 1912. Je suis historienne, forcément j'ai remonté le temps en quelque sorte, pour m'intéresser au moment où la LPO est créée en 1912. Elle est probablement créée par une poignée de gens liés à la société d'acclimatation, probablement pas plus que 40 à 60 personnes. Et encore, c'est probablement optimiste. Mais n'ayant pas de documents précis, on va estimer ça, encore une fois, c'est certainement pas plus. 1912, il y a déjà des sociétés de protection des oiseaux à peu près partout. Et pareil, quand on regarde à l'extérieur des frontières, on voit à nouveau une énorme différence. C'est-à-dire les sociétés britanniques et allemandes comptent au moins 70 000 membres, et aux États-Unis, c'est à peu près indénombrable, si j'ose dire, parce qu'il y a des sociétés de protection des oiseaux dans chaque État, parfois dans plusieurs par État, et que quand je dis 100 000, c'est vraiment la fourchette la plus basse que j'ai pu trouver. C'est probablement beaucoup plus que ça. Ça veut dire que déjà en 1910, on a cette différence absolument marquante en termes de force, de présence de ces sociétés-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ce qui est particulier à la France, c'est que lorsque la LPO est créée, c'est 40, 50, 60 personnes, ce sont que des hommes. Or, ces grosses structures allemandes, anglaises ou américaines sont majoritairement féminines. Aux États-Unis, les sociétés Audubon, parce qu'encore une fois, c'est sur des bases des différents États, consacrées à la protection des oiseaux, ont pratiquement toutes été créées par des femmes. Et encore une fois, elles sont majoritairement féminines. Et ce qui est très étonnant pour le 19e siècle, c'est que ces sociétés sont souvent dirigées par les femmes. Donc il y a vraiment un double phénomène, si j'ose dire, qui s'enchasse l'un dans l'autre. C'est non seulement en France, on se mobilise peu pour les oiseaux, pas au point de créer des sociétés importantes, et en plus, il manque les femmes. Les femmes sont absentes. Alors j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi, parce qu'on peut avancer des hypothèses, pourquoi les femmes sont absentes. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est au moment où la LPO est créée, c'est pas où sont les protecteurs des oiseaux, où sont les amateurs des oiseaux, mais où sont passées les femmes.
Alors, on se dit, bon, protection des oiseaux, c'est quand même un sous-domaine très très particulier. On va élargir le champ. On va s'intéresser aux magazines, aux périodiques consacrés aux oiseaux en général. En France, sur la totalité du 19e siècle, on en trouve un seul. C'est un tout petit périodique qui s'appelle L'Ami des oiseaux, ça ne s'invente pas, créé à Aix-en-Provence, qui a connu 2 ans de parution avant de disparaître. Et je connais qu'une seule bibliothèque en France qui en possède une trace. Ça veut dire que, grosso modo, il n'a jamais été diffusé. Et ce qui est très drôle, c'est quand on le parcourt, le créateur de cette revue veut faire une revue internationale. Encore une fois, ça n'a pas dû passer les remparts d'Aix-en-Provence, ça n'a pas dû s'étendre au-delà du département. Pareil, 19e siècle, on peut faire l'inventaire des périodiques sur les oiseaux à l'étranger, et là, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Le Royaume-Uni, il y en a 9. Aux États-Unis, mais encore une fois, c'est un vaste pays déjà à cette époque-là, on en a 40. Imaginez, juste pour l'Allemagne, c'est 14, 5 pour l'Autriche. Et ces chiffres, pour en tout cas l'Allemagne et l'Autriche, sont certainement en dessous de la réalité. C'est-à-dire qu'en France, on a un périodique qui ne dure pas et qui est lu par personne, et là-bas, il y a des périodiques de partout. Ces périodiques ne durent pas forcément très longtemps, mais de toute façon, même s'il y en a un qui s'arrête, il est renouvelé. Et il y a une diversité aussi des approches. Par exemple, les périodiques en Angleterre ou aux États-Unis, de même qu'en Allemagne, sont spécialisés. Il y en a qui sont consacrés, par exemple, uniquement à la protection des oiseaux, d'autres uniquement à l'élevage des gallinacés, je dirais, de concours, c'est-à-dire tous les oiseaux d'ornement qu'on va élever. En France, lorsque la LPO est créée, elle est créée donc avec très peu de gens, et en fait, c'est une sorte de couteau suisse qui va tout faire. Là où il y a des sociétés spécialisées, ben, comme il n'y en a qu'une seule en France, elle s'occupe de tout. On se dit, bon, cet exemple sur les oiseaux est quand même particulier, on va changer de domaine, et on va prendre l'exemple de l'écologie scientifique. Là aussi, travail, on prend les manuels d'écologie écrits en français ou à l'étranger, on repère les concepts. Je suis historienne des sciences, donc c'est un travail ordinaire, on va dire, et on essaye de voir s'il y a des Français qui ont participé à la création, à la fondation de ces grands concepts qui ont fondé l'écologie scientifique. Et quand on fait l'inventaire, eh ben, en fait, le bilan, c'est qu'il n'y a aucun Français. Le mot écologie est créé par un Allemand, le terme de biocéno, c'est les communautés biologiques, est créé par un Allemand dans les années 1870. L'idée de communauté vivante, qui est l'ancêtre d'écosystème, est créée par un Américain. Écosystème lui-même est un terme défini par un Britannique. Biosphère a été imaginé d'abord par un Autrichien avant d'être précisé par un Russe. La biologie de la conservation, c'est-à-dire cette branche de l'écologie qui traite spécifiquement de la conservation des espèces, est une histoire quasiment purement américaine. Quant à diversité biologique et biodiversité, là aussi, on trouve des Américains. Et si on cherche dans ces grands concepts des Français, ben on n'en trouve strictement aucun. Il faut imaginer que, là aussi, c'est ce qui est vraiment intéressant, si on s'intéresse à la chronologie de la création de l'écologie scientifique comme discipline. Le terme est imaginé dans les années 1870, mais il faut un certain temps entre la création du terme et la création d'une science qui serait vraiment de l'écologie. Et là, si on s'intéresse juste au périodique, on se rend compte qu'en 1913, le premier périodique est britannique, suivi, je ne vous fais pas la liste, par des périodiques essentiellement aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni. Et on dit, quel est le moment où apparaît le périodique consacré à l'écologie en France, 1969. Donc là, l'histoire est absolument manifeste. Si on s'intéresse par exemple aux premiers étudiants qui passent une thèse en écologie, il faut attendre les années 1970. Alors qu'encore une fois, l'écologie comme science organisée, elle apparaît dès le début du XXe siècle. La France arrive avec 70 ans de retard. C'est logique qu'ils n'aient pas participé à la fondation des concepts, puisqu'il n'y avait pas de scientifiques sur le terrain. Or, c'est ça, ce qui permet d'expliquer pourquoi il n'y a pas de Français liés à l'écologie, c'est la question du terrain. Parce qu'au XIXe siècle, et même un peu avant, dans ces pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, il y a une sorte de passion pour la nature ordinaire et pour l'étude de la nature directe.
Il y a un très joli mot qui a été imaginé par les historiens américains pour désigner ce phénomène, c'est l'apscape. C'est construit sur l'anglais landscape, le paysage, et en fait on remplace land, la terre, par l'apse, le laboratoire, et en fait la terre, le paysage devient le laboratoire lui-même. On n'étudie pas la nature hors sol, on étudie la nature dans la nature. Et ça, c'est effectivement une révolution qui se fait au cours du 19e siècle principalement, et ça se fait de façon réelle et manifeste en Allemagne, en Angleterre, puis aux États-Unis, et les Français quasiment pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de Français qui n'étudient pas la nature sur le terrain, mais ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas en nombre suffisant pour peser sur l'organisation de la science. Certes, ils sont là, mais très peu nombreux, trop peu nombreux, et avec, encore une fois, pas le sens, je dirais, de se regrouper pour fonder quelque chose qui ait des repères. Et ce goût pour cette nature, la nature que l'on observe, la nature qu'on a à ses pieds quasiment que l'on observe, on peut aussi en retracer la trace de façon beaucoup plus forte en s'intéressant à ce que je nomme les biographes de la nature. Alors ça, c'est un genre littéraire peu connu en France, mais beaucoup plus dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. C'est le fait de produire un livre qui parle de nature, non pas pour avoir un joli paysage pour mettre des personnages dedans, façon George Sand par exemple, on a effectivement de très belles descriptions de nature, mais qui ne servent uniquement qu'à raconter des histoires purement humaines. Non, les biographes de nature consacrent en fait une œuvre littéraire avec une qualité d'une langue tout à fait maîtrisée, pour décrire quoi? Uniquement la nature, pas pour inventer des histoires, mais juste pour décrire la nature. Et effectivement, en Angleterre, il y a une sorte de repère incroyable, qui est quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, Gilbert White. Alors je fais toujours la même chose dans les conférences où je parle de White, je demande à l'assistance, est-ce que certaines personnes ont lu du White, Gilbert White? Alors, on sera en Angleterre, il y aurait sans doute une forêt de mains, parce que figurez-vous, il fait paraître un livre qui s'appelle L'histoire naturelle de Selborne en 1789, et ce livre, entre 1789 et aujourd'hui, va être édité et réédité plus de 200 fois. Après la Bible et Shakespeare, c'est le livre de langue anglaise le plus édité de toute l'histoire du Royaume-Uni, ce qui est quand même pas mal. C'est le livre scientifique le plus édité tout court. C'est un engouement absolument fabuleux. White est un pasteur qui est un anti-voyageur, c'est-à-dire il naît, il meurt exactement au même endroit, et toute sa vie va se passer dans un rayon de 30 km autour de Selborne. Lorsqu'il fait l'histoire naturelle de Selborne, c'est l'histoire de quoi? De son jardin et du chemin qui passe à côté de son jardin. Sauf qu'il c'est quelqu'un qui est un merveilleux observateur, un observateur extrêmement fin. À un moment, il se dit, tiens, il y a des choses curieuses qui se passent dans le ciel avec les oiseaux. Que font-ils? Il va acheter une longue vue, un télescope, il va regarder et il va être le premier naturaliste à décrire les accouplements aériens d'oiseaux. Donc c'est vraiment un naturaliste remarquable, et il fait quoi dans ce livre? C'est des lettres qu'il adresse à ses amis naturalistes où il va décrire la nature uniquement basées sur ses propres observations. Lorsqu'il va parler des accouplements aériens, il va dire « mais moi je les ai vus, pas une fois, mais plusieurs fois, je les ai vus dans telles circonstances ». C'est-à-dire c'est vraiment un observateur de la nature, et il raconte ses observations de façon absolument magnifique. Et c'est pour ça que ça a suscité un intérêt absolument incroyable. On sait dans sa correspondance, par exemple, son fils a été un voyageur, et il reproche à son fils justement de voyager, parce que quand on ne reste pas 50 ans au même endroit, on ne peut pas décrire la nature, selon lui. Il faut rester toujours au même endroit. Si on ne fait que passer, on ne voit rien. On n'a pas le temps de voir. On n'a pas le temps de voir les choses bouger et les phénomènes naturels se passer. Et cet engouement pour ce style de littérature, il faut imaginer qu'il n'est sans doute pas le premier, mais c'est sans doute l'élément phare, en quelque sorte, de toute une tradition littéraire. Vous connaissez peut-être le philosophe américain Thoreau, de Walden, qui est une figure vraiment absolument conséquente de l'histoire intellectuelle américaine, qui va au milieu du 19e écrire un livre qui s'appelle Walden, où il raconte son séjour dans une cabane qu'il aura construite au milieu des bois. En fait,
c'est une cabane extrêmement fréquentée, c'est tout sauf un solitaire, mais c'est un livre qui va marquer vraiment toute une culture américaine. Et Thoreau, ce philosophe, va s'inspirer de qui? De White. Il écrit son livre parce que White avait, avant lui, écrit un autre livre. White va donc avoir une influence considérable. Par exemple, dans l'une de ses lettres, il dit « Tiens, c'est quand même intéressant, les jardiniers ne s'intéressent pas aux vers de terre, ils les méprisent, ils les jettent en disant qu'ils ne servent à rien. Ça serait bien quand même que quelqu'un s'intéresse au rôle des vers de terre. » Il y a Charles Darwin qui lit des années plus tard ce livre en disant « Bah ouais, c'est une super question. » Et Darwin, enfin il ne le dit pas comme ça, mais Darwin se pose effectivement cette question posée par White avant lui, et il va écrire tout un ouvrage sur le rôle des vers de terre dans la formation de la terre végétale. Donc on voit bien l'impact qu'il a non seulement en termes d'œuvres littéraires de qualité, mais également ce goût, cette passion pour cette nature ordinaire. Il faut savoir que ce livre n'a été traduit qu'il y a 10 ans de cela en français. Pourtant, certains Français attentifs à ce qui se passe au Royaume-Uni savaient le succès de ce livre. Mais en fait, ça n'a jamais suscité l'intérêt. Et je vous invite d'ailleurs à le lire, parce que d'une part, c'est un ouvrage, quand on s'intéresse à la nature, c'est un ouvrage intéressant, mais quand on s'intéresse à la culture des différents peuples et ce qui peut nous différencier ou nous rapprocher de nos voisins, c'est une clé intéressante de se demander qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui a pu intéresser ces Britanniques génération après génération. Donc ça, c'est une vue de Selborne, c'est une nature, on va dire, ordinaire. Et effectivement, au fil du temps, alors ça c'est des illustrations beaucoup plus contemporaines de ce qui est observé, c'est encore une fois, c'est une nature tout à fait rurale, hein. C'est pas la faune ou la flore qu'on peut trouver au fond des forêts tropicales, pas du tout, hein. C'est des choses tout à fait ordinaires. À la même époque que White, il y a une gloire française nationale, Buffon. Là, vous devez, je pense, le connaître. Il a fait un monument à son époque qui s'appelle Histoire naturelle, enfin Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi, parce qu'il dirige le cabinet d'histoire naturelle du roi, qui deviendra après le Muséum national d'histoire naturelle. Et il va faire une grande somme en 29 volumes, et qui est, j'ouvre des guillemets, le best-seller de l'époque. C'est-à-dire quand on regarde les inventaires lors des héritages, c'est l'un des ouvrages qui est le plus fréquemment cité. Mais inventaire, c'est très relatif parce que durant la période qui va de la première parution de cet ouvrage au milieu du XVIIIe à la fin du XVIIIe, il a dû être édité à 1000 ou 2000 exemplaires en tout et pour tout. Sauf que pour le XVIIIe, c'est un best-seller. 2000 exemplaires, c'est absolument considérable. Et lorsqu'on compare ce chef-d'œuvre de la littérature naturelle par rapport à White, il y a quand même beaucoup de différences. C'est que déjà, Buffon n'aime pas la nature. Pour écrire, faire de l'histoire naturelle, c'est un peu un obstacle. Lui, ce qu'il rêve, c'est devenir le grand écrivain de référence du XVIIIe siècle. Certes, il parle de nature, d'ailleurs il en parle d'une façon assez curieuse parce que son ouvrage, en dehors sans doute des premières parties consacrées à la formation de la Terre, mais lorsqu'il parle d'animaux, de mammifères puis d'oiseaux, vraiment son intérêt, sa qualité ne dépasse pas ce qu'on faisait à la Renaissance. Les encyclopédistes de la Renaissance travaillaient exactement comme Buffon. Par exemple, Buffon, dans son texte, il ne se base sur aucune observation personnelle, encore une fois il va jamais dans la nature, ça l'ennuie. Donc il ne reprend que ce qui a été publié ailleurs, il va citer sans gêne, sans souci, des textes de la Renaissance écrits 3 siècles plus tôt. La science a quand même un peu évolué, mais encore une fois, l'objectif de Buffon, c'est faire style, c'est pas faire science, c'est pas faire œuvre, je dirais, de naturaliste, c'est être un bon écrivain. Après, c'est une question de goût en termes de style. En France, à la même époque, il y a des gens qui pourraient être comparés à White. Il y a Réaumur, que vous connaissez peut-être, grand savant patron de l'Académie des sciences et qui est un très fin entomologiste. Il écrit 6 volumes de ses mémoires consacrés, ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Vraiment un livre absolument merveilleux.
son style, c'est un très grand écrivain lui aussi. Pour ma part, elle me plaît plus que Buffon, mais c'est vraiment une question de goût. Mais c'est vraiment un grand écrivain, et surtout, c'est d'une intelligence naturaliste absolument incroyable. Par exemple, au début de ses mémoires, il dit, mais imaginez la diversité naturelle. Je ne le dis pas en ces termes, mais imaginez le nombre d'espèces qui existent sur Terre. Vous prenez un chêne, sur un chêne, vous avez 30 à 40 espèces d'insectes qui ne vivent que sur les chênes, et encore que sur une espèce en particulier de chêne. Donc multipliez ce nombre par le nombre d'espèces végétales, et vous aurez une idée du caractère immense, infini, du nombre d'insectes qui existent sur Terre. Il écrit aussi des choses extrêmement intelligentes sur l'intelligence animale. Il dit, mais comment peut-on croire que les animaux sont des machines? Il suffit d'observer 5 minutes les animaux, y compris les insectes, pour comprendre que c'est des animaux qui agissent par l'intelligence. Et Réaumur, par rapport à Buffon, a une différence, c'est qu'il n'aura aucun succès littéraire. Buffon va avoir une certaine audience, très relative par rapport à White, mais il aura une certaine audience. Si on veut trouver vraiment quelqu'un qui correspond à White, il y a Jean-Henri Fabre. Alors, qui a lu Jean-Henri Fabre? Alors, c'est génial, vraiment c'est bien, parce que vous allez pouvoir découvrir un auteur fabuleux, vraiment. Encore une fois, c'est une perle de la littérature française, véritablement. Et il va faire quoi? Il va écrire sur les insectes, il est surnommé le poète des insectes. Moi je connais des entomologistes et des arachnologues aujourd'hui qui doivent leur vocation à la lecture de Fabre. Parce que je vous assure, vous lisez Fabre, vous avez envie d'être à côté de lui pour voir ce qu'il voit dans la nature. Et il va faire deux choses similaires à White. Encore une fois, c'est un maître du style littéraire, c'est un véritable écrivain. Vraiment, encore une fois, si vous aimez la littérature française, si vous aimez lire de la littérature française, lisez du Fabre, parce que vous allez vous régaler. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit les insectes qu'il y a dans son jardin et dans le chemin qui est à côté de son jardin. Il fait exactement la même chose que White. Pas en s'inspirant de White, bien sûr, il n'a pas besoin, mais n'empêche, il fait exactement la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est la nature ordinaire. Et il le fait magnifiquement. Sauf que lorsqu'on regarde le succès de Fabre, par rapport à White, c'est tout petit. C'est-à-dire, ça a beau être quelqu'un qui va connaître une certaine notoriété, d'ailleurs une notoriété beaucoup plus grande au Japon qu'en France. Ces livres ont été traduits en japonais et ils servent notamment, ils sont enseignés dans les écoles primaires japonaises pour apprendre le japonais. Et il y a même un musée consacré à Fabre au Japon. Ce qui est tout à fait normal quand on connaît le goût des Japonais pour la littérature et pour la description de la nature. Donc ça, forcément, ça ne pouvait que bien coller ensemble. Et effectivement, Fabre, qui décrit cette nature ordinaire, il va faire des pages absolument magnifiques sur les hyménoptères, les guêpes, sur les bousiers. Il va écrire également quelque chose qui est très intéressant, c'est dans ses souvenirs, on trouve une sorte de dénonciation de la façon de faire de l'entomologie ordinaire. Il écrit « Vous éventrez la bête et moi je l'étudie vivante. Vous en faites un objet d'horreur et de pitié, et moi je la fais aimer. Vous travaillez dans un atelier de torture et de dépaissement. J'observe sous le ciel bleu au chant des cigales. Vous scrutez la mort, je scrute la vie. » Pas mal, hein? Ah non, je vous assure, Fabre, allez-y. Encore une fois, si vous aimez lire des beaux textes, lisez du Fabre. Alors en fait, là, on trouve quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est justement correspond à ce que je parlais tout à l'heure de l'Apscapes, l'idée de faire de la nature, en fait, un laboratoire où on va observer le vivant directement. Parce que la pratique de l'histoire naturelle est une pratique, on va dire, prédatrice. Lorsqu'on s'intéresse aux oiseaux au XIXe siècle, on prend un fusil, on tire dessus et on regarde l'oiseau mort. Personne n'a l'idée, au XIXe, de prendre des jumelles, déjà parce qu'il n'y en a pas, pour regarder les oiseaux. Encore une fois, la pratique de l'ornithologie est une pratique, l'ornithologie est la fille aînée de la chasse, légitimement.
Il va y avoir une transformation en profondeur, et je vous dirai un mot peut-être tout à l'heure pourquoi, qui va transformer l'ornithologie. Pareil pour l'entomologie. Sauf qu'il y a un courant qui dénigre cette façon de faire de l'histoire naturelle en laboratoire sur des spécimens morts en disant que certes c'est utile mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans la nature et regarder les animaux vivre dans leur environnement naturel. Et ça va déboucher effectivement plus tard sur l'écologie ou par exemple sur l'éthologie, la science du comportement. Et d'ailleurs l'éthologie a le même profil que l'écologie, c'est-à-dire si on cherche les Français dans son histoire, on n'en trouve pas. Pour la même raison, parce que les Français ne sont pas sur le terrain. Ils sont beaucoup plus engagés à l'époque dans des façons de considérer la biologie de façon très théorique. Par exemple, on est persuadé au début du... Les Français vont être les derniers à abandonner le néo-lamarckisme. Ils vont l'abandonner dans les années 1970. Il faut imaginer que ça fait 50 ans que les Américains n'en parlent plus, grosso modo. Et on est encore, par exemple, je connais un grand biologiste qui est persuadé qu'on peut faire apprendre en quelque sorte aux espèces à se transformer. Et par exemple, il est persuadé que l'on peut éduquer les moustiques pour qu'ils arrêtent de piquer les êtres humains. Imaginez la découverte que ce serait si... Parce que, bien sûr, ce n'est pas la gêne occasionnée par les moustiques, c'est les maladies transmises par les moustiques qui visent. Donc il va faire pendant des décennies des expériences hallucinantes avec de la radioactivité, avec du chaud, du froid, avec divers facteurs chimiques pour essayer d'apprendre aux moustiques de ne plus piquer. Imaginez bien que ça ne marche pas. Sauf que dans le cadre théorique de la biologie française, c'est l'un des plus grands noms de la biologie française, ça passe comme une lettre à la poste, ça paraît tout à fait normal. La protection de la... Il faut comprendre, alors j'ai bien aimé votre remarque, c'est qu'effectivement, si on compte au kilomètre carré le nombre d'amoureux de la nature, le paradis, c'est l'Angleterre, c'est là où il y en a le plus. Vous faites une émission en prime time qui raconte juste pendant 1h30 la sortie de l'hibernation des hérissons, vous avez 3 millions de Britanniques qui regardent le poste. N'importe quel livre sur les forêts, sur la nature, va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires. En France, c'est le public nettement plus petit. Sauf que la nature au Royaume-Uni ne va pas mieux que la nature française. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut s'interroger, c'est non seulement que là où il y a plus de naturalistes et d'amoureux de la nature, ça ne va pas mieux, mais que de toute façon, ça ne va pas mieux tout court. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, on protège de plus en plus la nature. On fait un effort de plus en plus conséquent. Ça, c'est le nombre de surfaces protégées d'aires, de réserves, de parcs, etc. en Europe. On atteint pratiquement le chiffre de 100 000. C'est considérable. On n'a jamais fait autant d'efforts de protection, que ce soit en surface protégée, en nombre d'espèces protégées, en nombre de chercheurs qui travaillent dessus, en nombre de publications, en nombre de sociétés d'ONG et en nombre de militants. Et pourtant, la biodiversité n'a jamais été en aussi mauvais état. Il y a un moment où il faut s'interroger d'ailleurs sur cet échec de la protection de la nature par rapport à l'érosion constante de cette nature. C'est-à-dire pourquoi tous ces efforts portent aussi peu de fruits. Et si on regarde dans le détail, alors là, je n'ai pas réactualisé les chiffres, mais vous savez, ils sont encore plus mauvais, ceux de 2017. On est passé entre 2008 et 2016 de 20% d'espèces menacées à 32%. C'est une augmentation considérable. Alors, encore une fois, dans le même temps, on n'a jamais dépensé autant d'efforts, d'énergie, d'argent pour protéger ces oiseaux. Donc il y a un véritable problème qui se pose. Si on regarde, et les oiseaux ne sont pas les pires, si on regarde l'état de santé de la biodiversité à l'échelle mondiale, alors là je parle de 5 groupes d'insectes, les coléoptères, c'est tout ce qui est scarabées, coccinelles, dorifores, j'en passe, ce sont des coléoptères. Les hyménoptères, c'est tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons, fourmis, etc. Lépidoptères, ce sont les papillons. Odonates, les libellules. Et orthoptères, sauterelles, criets, crillons. Et si on regarde
regarde sur la totalité des espèces que l'on peut mesurer, celles qui sont dans un meilleur état, on se rend compte qu'on observe l'augmentation des effectifs dans très peu de cas. Dans un peu de cas, mais pas beaucoup. Si on regarde la diminution des effectifs, quand je dis les effectifs, c'est le nombre d'individus par espèce, et pas le nombre d'espèces, c'est le nombre d'individus. C'est-à-dire, si vous vous intéressez aux perce-oreilles, moi je connais un entomo qui a fait sa thèse il y a des années de ça sur les perce-oreilles, et il disait, mais à l'époque c'était facile, j'avais besoin de perce-oreilles pour faire mes recherches, j'allais sur n'importe quel piquet sur un champ, j'éclatais le bois, je trouvais des perce-oreilles dedans. Maintenant je suis obligé de faire tous les piquets d'un champ pour trouver 3 perce-oreilles. Parce que dans le même temps, voilà, la réalité c'est ça, la diminution des effectifs. C'est-à-dire on perd énormément, non pas encore une fois en nombre d'espèces, mais en nombre d'individus dans chacune des espèces. Et l'érosion est absolument majeure. Toutes les espèces d'orthoptères montrent une érosion comme ça du nombre d'insectes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont ce souvenir, quand on voyageait en voiture il y a des années de cela, l'été, il fallait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Parce qu'il devenait complètement... Alors ça marche à tous les coups, enfin ça dépend de l'âge du public. Parce qu'effectivement, on a ce souvenir-là, que les insectes maculaient le pare-brise et on ne voyait plus à travers, il fallait le nettoyer. Aujourd'hui, vous n'avez plus jamais besoin de vous arrêter. Ou alors, de façon vraiment rare et exceptionnelle. C'est pas parce que les pare-brises ont changé, mais c'est parce qu'il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire les insectes n'existent en quantité, n'existent plus autant. Et dans un monde, si on pourrait imaginer de se passer d'oiseaux, on ne pourrait certainement pas se passer d'insectes. Alors, autre chiffre. Alors, j'ai en fait un accord secret avec des compagnies qui vendent des médicaments pour le moral, parce que je casse le moral systématiquement chaque fois que je donne une conférence. Donc, je préfère vous prévenir, j'ai des intérêts cachés. Si on regarde toujours cette érosion du nombre d'individus, on se rend compte que sur les 40 dernières années, l'érosion est absolument considérable. On pourrait donner d'autres éléments qui montrent comme ça cette modification. Par exemple, on s'est amusé à évaluer le poids de tous les mammifères sur Terre. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de mammifères sur Terre, de toute l'histoire de la planète. Ça paraît curieux parce que, après tout, les grands troupeaux d'éléphants sont en train de se raréfier, mais il y a eu 2 éléments en augmentation. La quantité d'êtres humains, on est des mammifères, on rentre dans la balance, mais aussi la quantité du bétail. Si on prend la totalité des mammifères sauvages qui se trouvent sur la planète, on est à peu près à 8% du total des mammifères. C'est-à-dire l'essentiel du poids des mammifères sur Terre, c'est des êtres humains et le bétail. Les mammifères sauvages n'ont plus de place. Et ça montre bien en fait ce que l'on est en train de faire de la planète, c'est-à-dire un univers proprement humain. Et forcément, la place pour les invertébrés disparaît. En 1807, Lamarck, grand naturaliste important, va écrire ce texte qui est absolument extraordinaire. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Pas mal, hein ? 1807. Cette idée que l'être humain a la capacité de détruire la planète et n'a pas, la présence d'esprit d'éviter ce qu'il fait, on l'a depuis toujours. Ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est pourquoi on continue de faire ce que l'on fait alors qu'on sait qu'il ne faudrait pas faire ce que l'on fait effectivement. Alors, toute cette question est intéressante quand on la met sur un point qui est le rapport avec la régulation sociale. C'est-à-dire qu'au XVIIIe naît un formidable mouvement, un mouvement minoritaire mais très actif, qui cherche à changer notre rapport aux animaux, et notamment à lutter contre la cruauté.
La façon de voir la cruauté faite aux animaux, il ne faut pas se tromper, c'est pas une sorte de... Ce qui est passionnant, c'est que ça ne sépare pas la cruauté faite aux hommes de la cruauté faite aux animaux. Je vais vous donner un exemple avec quatre caricatures d'un moraliste britannique célèbre du XVIIIe, William Hogarth. La première image montre une rue de Londres où on voit des enfants, des adolescents s'amuser, je devrais dire torturer des animaux. C'est-à-dire, on voit des combats de coqs contre des chiens, on voit des chats suspendus par la queue, on voit, bref, plein de choses. Tout en haut, dans le ciel, vous avez des enfants qui s'amusent à jeter un chat par une fenêtre. Bien évidemment, Hogarth, quand il montre ça, c'est pour dénoncer, c'est un moraliste. Il dénonce ce comportement. Il dit c'est absolument inacceptable parce que ce comportement de cruauté faite aux animaux menace l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, il va l'expliquer dans ces 4 gravures. Parce que ces enfants, ces adolescents, une fois devenus adultes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Deuxième scène de rue, là aussi j'ai cerclé, et bien ces enfants deviennent des cochers brutaux qui battent à mort leur cheval. C'est un berger qui bat à mort sa brebis. Au fond, on a des combats de chiens contre des taureaux qui sont organisés. Pour lui, c'est simple. Un enfant cruel va devenir un adulte cruel. Mais il va encore plus loin. Encore une fois, c'est un moraliste. Il dit que cette cruauté, cet apprentissage de la cruauté va conduire vers le crime. Et cet enfant qui torturait des animaux, qui est devenu un cocher frappant son cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un crime, il tue une femme. Hogarth est un moraliste. Cet homme est arrêté, il est jugé, il est pendu. Et que fait-on du corps des pendus à l'époque? Eh bien, on les donne à la science pour qu'on en fait des dissections d'un point de vue didactique dans les salles de cours. Et effectivement, on retrouve le corps de ce supplicié, entouré de savants, qui regarde sa dépouille. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un chien qui est en train de manger ses intestins sur le devant. Et j'ose croire que c'est l'un des chiens qui a été torturé au début et qui se venge comme ça de son bourreau. Parce que, encore une fois, ce qui naît à cette époque-là, c'est la certitude que cette cruauté faite aux animaux, c'est une cruauté qui va s'étendre au reste de la société. Il n'y a pas de différence à faire entre ce que l'on fait aux animaux et ce qu'on fait aux hommes. Et c'est tellement vrai qu'on va trouver, par exemple, des exemples absolument incroyables. Wilberforce est un homme politique important, britannique, parce qu'il va être l'un des éléments clés de l'adoption par la couronne d'un traité qui condamne la traite, et c'est à partir de cette date que des navires de guerre britanniques vont se positionner au large de l'Afrique pour intercepter les navires négriers. C'est vraiment pas rien. Et bien le même homme qui participe à ça au début du 19e, en 1824, crée la première société de protection des animaux. C'est d'ailleurs, on voit bien pour lui toujours cette idée que le rapport de domination qu'on peut avoir sur les esclaves ou le rapport de domination qu'on peut avoir sur les animaux pose problème en termes de régulation sociale. On a le même phénomène aux États-Unis avec Henry Bergh. Il crée la première société de prévention de la cruauté faite aux animaux en 1866, donc vous voyez quand même nettement plus tard. Et quelques années après, il crée la première société au monde de protection de l'enfance. Alors pourquoi ce passage des animaux aux enfants? C'est tout simplement parce que c'est relativement la même figure. L'enfant, comme l'animal, est un être sensible qui est soumis à la force, à la domination des adultes. Et à l'époque, il y a très peu de lois qui protègent tant les enfants que les animaux. Que font les protecteurs des animaux? En fait, ils nomment des sortes d'huissiers de justice qui parcourent les rues et lorsqu'ils voient un cas de maltraitance, font un procès verbal. Et ce procès verbal permet d'engager des poursuites judiciaires. Et on trouve que c'est un moyen génial pour assister, en fait, dénoncer la cruauté faite aux enfants. Donc il y a le même genre d'huissier qui, dès qu'il y a un cas de maltraitance faite à des enfants, viennent établir un procès verbal qui permet après de déboucher sur des poursuites. Et en fait, on développe le même mécanisme dans les deux cas. Je n'ai pas du tout surveillé mon temps, il me reste... Encore une scène de minutes. Oui,
Ok. Alors, je vais juste sauter ça. Paf. Alors, je vais vous parler d'Élisée Reclus, parce que dans ce paysage à charge des Français qui ne s'intéressent pas à la nature, à part Fabre, comme vous l'avez noté, il y a quand même un personnage tout à fait atypique, c'est Élisée Reclus. Élisée Reclus est un géographe anarchiste qui a une œuvre absolument passionnante, malheureusement très difficile à aborder parce qu'il a énormément écrit. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Par exemple, sa nouvelle géographie universelle, c'est 19 volumes. Chaque volume doit faire à peu près 800 à 900 pages. Donc, imaginez, et puis il n'a pas fait que ça, il n'a pas fait que ses ouvrages de géographie, il a fait énormément de textes, plus ou moins longs, pour la propagande anarchiste. Il a fait également des articles dans des revues scientifiques. C'est un homme qui a une production absolument phénoménale. Et le pire, c'est que les deux livres les plus connus de lui, c'est-à-dire l'histoire d'un ruisseau et l'histoire d'une montagne, sont les plus mauvais qu'il ait écrits. Donc c'est vraiment paradoxal parce que la seule porte d'entrée qu'on pourrait vous tendre, c'est pas la bonne. Donc c'est vraiment très difficile à aborder, sauf que c'est un auteur, là aussi, si on aime la langue française, c'est l'un des meilleurs auteurs de la fin du 19e. Il a écrit des pages absolument magnifiques. Il a notamment cette formule que j'aime beaucoup, c'est que la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. Ce qui est une très jolie formule. Mais surtout, j'aimerais vous attirer votre attention sur cette phrase qui est au début de son dernier livre, L'homme et la terre, paru l'année de sa mort, l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Parce que là, il y a vraiment une pensée qui est vraiment intéressante, c'est que Élisée Reclus, c'est quelqu'un qui est progressiste. Il pense effectivement à une révolution sociale qui peut se faire, et cette révolution sociale, elle s'inscrit dans le cadre à la fois du respect dû aux femmes, aux hommes, mais aussi aux animaux. Il était végétarien, il a écrit de très belles pages sur le végétarisme. Il se soucie aussi de la terre, de la terre au sens agricole du terme, et de la terre tout court. Il faut savoir que les anarchistes ont toujours été très sensibles à la question agricole, par exemple. Tous les grands textes des anarchistes ont des parties qui font référence à ça, contrairement au marxisme. Et quand il écrit ça, c'est pas du tout une vision, je dirais, mystique, en quelque sorte, de la place de l'homme dans la nature. C'est vraiment une vision évolutive. C'est-à-dire que pour lui, l'idée de faire la révolution s'inscrit dans l'évolution. La recherche de la justice sociale, c'est une force évolutive. Quand on parle d'entraide, on en reparle actuellement beaucoup parce qu'il y a un ouvrage qui reprend une idée de Kropotkin, un autre anarchiste et géographe de la même époque. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qui nous fait aimer la solidarité, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose qui est issu du progrès du vivant lui-même. Et donc il ne distingue pas dans son œuvre la terre qu'il faudrait protéger et l'être humain qu'il faudrait protéger, soit en deux parties. Il considère que c'est la même chose, que protéger l'un, c'est protéger l'autre. Il faut savoir que cette idée, c'est une idée qu'on va retrouver chez toute une série d'auteurs importants de cette question écologique, on va dire, mais ils ne sont pas majoritaires. Il faut savoir que beaucoup de gens prennent la défense de la terre, mais pour des valeurs qui ne sont pas du tout progressistes. On va trouver, par exemple, en Allemagne, au milieu du 19e, des textes très forts qui vantent la terre, qui vantent la forêt, par exemple, mais pour dire quoi? Dire que c'est le peuple allemand, la nature du peuple allemand est liée à cette terre, est liée à cette forêt, et qu'il faut respecter la terre. Et que font ces auteurs-là, ces auteurs allemands, préfigurent en fait le nazisme, qui va avoir un respect très grand, enfin affirmé dans les textes, pour la nature. Concrètement, non, mais d'un point de vue théorique, ils vont faire constamment référence à la nature. La référence est, en fait, il faut respecter les lois de la nature. Dans leur bouche, évidemment, les lois de la nature, c'est ce qui favorise leurs idées racistes. Mais il y a une école qui existe, qui relie tout à fait le progrès social avec la défense de la nature et de l'environnement.
Élisée Reclus est très réaliste sur le progrès. Il écrit dans un texte de 1902 qui est pour moi le texte le plus intéressant à découvrir de lui si on ne connaît pas Élisée Reclus. C'est L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique. Le titre est un peu pesant, mais je vous assure, le texte est absolument intéressant. Et il écrit « Toutes les révolutions ne sont pas nécessairement un progrès, de même que les évolutions ne sont pas toujours orientées vers la justice. » Toujours cette idée d'associer cette mécanique évolutive à sa recherche de justice sociale. Je saute ça simplement. Si on s'intéresse au rapport à la nature, forcément, il faut parler quand même d'un événement assez sombre de l'histoire française, à savoir l'attentat du Rainbow Warrior. Alors là aussi, je vous rappelle les événements. Le Rainbow Warrior est un navire de Greenpeace qui permet à Greenpeace en fait de monter des opérations essentiellement de communication sur les mers. C'est-à-dire pas simplement que d'être que dans les villes et de faire des communiqués de presse et d'alerter les médias, mais c'est vraiment d'agir sur les mers parce qu'ils se soucient de ce qui se passe dans les océans, où il y a par définition peu de témoins. Il s'agit de devenir témoin d'un dysfonctionnement environnemental. Et ils veulent perturber les essais nucléaires organisés par la France dans le Pacifique, essais qui ont lieu dans l'atoll de Mururoa. Et le 10 juillet 1985, le navire est coulé dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il y a un mort, le photographe, et il y a 2 bombes qui explosent à quelques minutes d'intervalle, une petite bombe puis une grosse bombe. Et très vite, les Néo-Zélandais se doutent de quelque chose. Ils arrêtent des agents secrets français pratiquement dans les jours qui suivent, et l'affaire sort très très vite dans la presse. Il faut imaginer que c'est quelque chose d'absolument considérable. C'est un gouvernement démocratique qui fait un attentat terroriste sur le sol d'un autre État démocratique avec qui on est en paix, qui vise une ONG pacifique. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est une ONG pacifique, et qui tue quelqu'un. Alors pourquoi il y a 2 bombes? C'est qu'en fait la première bombe est censée faire fuir l'équipage, faire peur à l'équipage qui est censé partir, et la deuxième bombe coule le bateau. Sauf que le photographe se dit, j'ai laissé mon matériel photo dans la cabine, la première bombe a sauté, mais il n'était pas au courant de la seconde, j'ai le temps d'aller chercher mon équipement. Et il meurt dans l'explosion de la seconde. C'est totalement débile comme projet, parce qu'on n'a pas distribué un mode d'emploi à l'équipage en disant vous avez 5 minutes pour évacuer le bateau. Enfin, donc c'était vraiment très aléatoire comme résultat. Il y aurait pu y avoir beaucoup plus de morts. Il y avait à peu près, je crois, de mémoire, une quinzaine de personnes à bord. Il y a cette affaire pathétique qui débouche sur une deuxième affaire pathétique, c'est que la France essaie d'intimider la Nouvelle-Zélande qui veut faire des poursuites internationales. Et la France menace de peser au niveau de l'Europe pour interdire les exportations agricoles qui sont assez conséquentes à cette époque pour la Nouvelle-Zélande, et notamment de moutons et de beurre, à destination de l'Europe. C'est un peu comme si vous êtes témoin d'un crime commis par la mafia, et que la mafia vous dise, si vous témoignez, je vous casse les genoux. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que le caractère infamant de l'attentat se double de ces contraintes faites à Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande ne cède pas. Il y aura effectivement des poursuites internationales. Il faut savoir qu'à l'époque, les répercussions sont extrêmement faibles. Ernu, le ministre de la Défense, démissionne, et c'est tout. Mitterrand, qui a certainement, sinon, même s'il n'a pas décidé de l'attentat, ça s'est fait sous sa responsabilité, il ne démissionne pas. Dans aucune démocratie occidentale, ça serait passé comme ça. Imaginez, le départ de Nixon aurait été fait, enfin, c'est fait pour des raisons beaucoup plus faibles. Pardon ? Oui. La France, c'est pas démocratie. C'est pseudo-démocratie. Alors, on aura le temps de discuter de ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que quelques années après, les Français sont tout à fait hermétiques à ce genre de choses et réalisent Mitterrand. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est tout à fait à part. Parce qu'il y a une particularité de l'écologie en France et du fonctionnement de la démocratie, c'est la faible mobilisation historique de l'écologie dans ce pays.
Dans les années 80, il y a des grandes manifestations pacifistes partout en Europe qui rassemblent des centaines de milliers de personnes, sauf qu'en France, il y a 30 000 personnes. Il faut savoir que ces grands mouvements pacifistes, c'est le cas en Allemagne, contribuent largement à l'essor des Grünen, du Parti vert. Il y a un deuxième élément, bien sûr, qui pèse considérablement, c'est le fait de l'absence totale de proportionnalité dans les élections françaises. Partout ailleurs, sauf en Angleterre, c'est le cas. Donc en fait, lorsque la sensibilité écologique naît, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Belgique, encore une fois, partout sauf en France et en Angleterre, le système démocratique permet que cette sensibilité se traduise par des députés, par exemple, élus. Et c'est le cas, par exemple, quand on suit l'arrivée des parlementaires écologistes en Europe. Les premiers à être élus, c'est en Suisse, Belgique, je ne vous fais pas la liste. Et quand on regarde la France, c'est seulement en 97. Quand on regarde l'écart entre la Suisse, et on a le même phénomène par rapport à cet intérêt pour la nature. Et parce qu'en frère, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque naît au XIXe siècle l'idée de protéger la nature, c'est la volonté, comme par rapport à la question de la souffrance animale, de sauver la société d'un danger qui la menace. C'est-à-dire d'un dérèglement social qui conduit soit à des actes de cruauté, soit à des actes de destruction de la nature, et protéger la société de ces actes permet d'améliorer la société. Sauf que la France est peu tournée vers la démocratie. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de ces femmes qui étaient absentes lors de la création de la LPO en 1912, et qu'on essaye de comprendre pourquoi les femmes ne se mobilisent pas en France. Il y a un élément qui est absolument déterminant, c'est que la France, par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre, est restée rurale beaucoup plus longtemps. Il y a le poids de la campagne qui va peser beaucoup plus fortement. Or, la mobilisation des femmes sont des phénomènes urbains, ce ne sont pas des phénomènes ruraux. Or, ce qui peut se faire dans des pays avec une forte densité, une forte proportion d'urbains ne va pas se faire en France, où la proportion d'urbains est beaucoup plus faible. Et on a un autre élément qui montre cette importance de la place de la démocratie dans la société, c'est les magazines féminins du 19e. Il y a une étude qui porte sur les magazines britanniques et français, et ces magazines, destinés aux femmes, parlent essentiellement des mêmes choses. Des conseils de beauté, comment entretenir sa maison, des conseils d'éducation aux enfants. Mais dans les magazines britanniques, il y a une chose de plus, c'est soit des articles qui conseillent aux femmes les nouveaux métiers qui apparaissent au XIXe siècle, soit des questions de société qui peuvent intéresser les femmes. Parce qu'on estime dans ces pays, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, que les femmes peuvent être porteuses de questions importantes qui regardent l'ensemble de la société, des questions sociales. Elles participent à la vie de la société civile. Et ce qui manque en France, c'est pour ça, ça explique l'absence de femmes au moment de la création de la LPO, c'est cette richesse de cet esprit libéral, il n'y a pas d'autre mot, de ces sociétés par rapport à la France. Alors je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais juste terminer. Alors, je vais juste vous montrer ça. Les questions, encore une fois, environnementales et sociales sont intimement liées. Il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre, 10% de la population mondiale la plus riche produit 50% des gaz à effet de serre, tandis que 50% les plus pauvres ne produisent seulement que 10% des gaz à effet de serre. Et que, en fait, si on regarde, je vais juste vous montrer cette courbe, vous vous souvenez tout à l'heure de l'érosion de la biodiversité. Si on superpose cette érosion de la biodiversité à la courbe des inégalités, on se rend compte que les deux courbes ont à peu près le même profil. C'est-à-dire, plus les inégalités se creusent sur Terre, plus la biodiversité est menacée. C'est assez logique parce que ça répond aux mêmes règles de dérégulation sociale. On voit bien ce que fait Donald Trump aux États-Unis, c'est qu'il va agir à la fois sur les questions d'environnement, en levant tous les leviers, tous les verrous qu'il pouvait y avoir par rapport à une gestion avisée de l'environnement, ou en tout cas prudente, et en même temps, il va détruire tout ce qui peut être
ce qui n'a pas déjà été détruit par ses prédécesseurs, en termes de protection sociale. Et on voit bien que les deux thèmes sont intimement liés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux thèmes ont toujours été intimement liés. On a toujours pensé que ces deux thèmes étaient, en fait, les deux faces d'une même médaille, qui est encore une fois la question du progrès social au sein des sociétés. Je vous remercie.